Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo sur la thermodynamique chimique. Cette première partie sera consacrée à donner des définitions, des termes, des conventions, des notions et des concepts de base de la thermodynamique avec des exercices corrigés de la première fiche de TD. Qu'est-ce que la thermodynamique? Premièrement, on commence par l'analyse du mot thermodynamique. Le mot thermodynamique est d'origine grecque. Il est composé de deux parties. Thermo, qui signifie chaleur, qui signifie énergie thermique. Notre Q et son unité initiale est calorie. Dynamique, qui signifie mouvement. Tout ce qui est énergie physique, mécanique ou dynamique, c'est ce qu'on appelle le travail, noté W. Et son unité initiale est joule. Le mot composé thermodynamique veut dire mouvement produit à partir de la chaleur. Donc, initialement, la thermodynamique, c'est la science, d'après l'analyse du mot, la thermodynamique, c'est la science qui traite les relations entre la chaleur et le travail. Voilà un exemple qui montre cette relation entre la chaleur et le travail, soit un cylindre fermé par un piston mobile et rempli par un gaz. Si on chauffe le cylindre, le gaz, qui est l'objet étudié, reçoit une quantité de chaleur, s'échauffe, se détend et pousse le piston vers l'extérieur. C'est-à-dire déplacement du piston, c'est-à-dire mouvement, c'est-à-dire travail. Le gaz reçoit une quantité de chaleur du milieu extérieur et voilà, il offre une quantité de travail au milieu extérieur. Ça veut dire qu'il existe une relation entre la chaleur et le travail. Sinon, rien qu'avec cette formule 1 calorie qui est l'unité initiale de la chaleur égale à 4,18 joules qui est l'unité initiale du travail, on peut comprendre qu'il existe une relation entre la chaleur et le travail. L'objet étudié en thermodynamique, comme le cas du gaz dans l'exemple précédent, s'appelle système. Un système, en général, c'est une partie de l'espace ou de l'univers limité par une surface réelle ou fictive. À travers cette surface, ce système effectue des échanges d'énergie et ou de matière avec le milieu extérieur, qui est le reste de l'univers, notre domaine de validité. Le système effectue des échanges avec l'extérieur. Ça veut dire qu'il peut donner comme il peut recevoir de la matière et ou de l'énergie. Alors, tout ce que le système reçoit est compté positivement, c'est supérieur à 0. Tout ce que le système cède ou donne ou offre au milieu extérieur est compté négativement, inférieur à 0. Voilà un exemple pour bien comprendre. Si je dis par exemple W, qui est le travail égal à 20 joules, plus 20 joules, c'est-à-dire le système reçoit une quantité de travail de 20 joules du milieu extérieur. Si je dis par exemple la chaleur égale à moins 20 joules, ça veut dire que le système donne une quantité de chaleur de 20 joules au milieu extérieur. C'est la convention du signe en thermodynamique. Un système prend différents noms selon l'échange effectué avec le milieu extérieur. Un système est dit ouvert si l'échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Il est dit fermé si l'échange seulement ou uniquement de l'énergie avec le milieu extérieur. Un système isolé n'échange rien avec le milieu extérieur. Il n'échange ni la chaleur, ni du travail, la matière avec le milieu extérieur. Dans les systèmes isolés, il existe deux types de systèmes. Des systèmes adiabatiques, isolés mécaniquement. Ça veut dire que c'est des systèmes qui n'échangent pas d'énergie avec sous forme de chaleur avec le milieu extérieur. Et il y a aussi des systèmes mécaniquement
isolée, qui n'échange pas d'énergie sous forme du travail avec le milieu extérieur. Dans cet univers, jamais rien ne reste pareil, tout change. Un système fait des transformations et on continue. Alors, qu'est-ce qu'une transformation? Une transformation, tout simplement, c'est le passage d'un état d'équilibre initial vers un état d'équilibre final. Un état d'équilibre est bien défini avec des variables comme le volume, la température, la pression, le nombre d'humols, la concentration. Ça dépend du système étudié. Ces variables s'appellent variables aux paramètres d'état. Ce sont des variables ou bien des paramètres d'état qui définissent l'état d'un système. On peut définir complètement l'état d'un système avec un nombre limité de variables comme la pression, le volume, la température et le nombre d'humols. C'est ce qu'on appelle les variables de Gibbs. Un bon nombre de variables sont liées entre elles avec des équations d'état, comme la fameuse équation des gaz parfait PV égale nRT. Revenons sur les variables d'état de façon générale. Il existe des variables d'état extensives qui sont proportionnelles à la quantité de matière, elles sont comme le volume, nombre d'humols, la masse, elles sont généralement additives. Des variables d'état intensives qui sont indépendantes de la quantité de matière, comme la pression et la température, ce sont généralement des variables de qualité. Il existe plusieurs types de transformations. Une transformation isotherme, c'est une transformation qui se fait à température constante. Par contre, une transformation monotherme, la température initiale égale la température finale, mais elle peut changer au cours de la transformation. Une transformation qui se fait à pression constante s'appelle isobare. Une transformation qui se fait à volume constant s'appelle une transformation isocore. Une transformation qui s'effectue sans échange de chaleur avec le milieu extérieur et ça s'écrit Q égale à 0, s'appelle une transformation adiabatique. Et enfin, une transformation cyclique, c'est quand l'état final est identique à l'état initial, ça veut dire on retourne toujours vers l'état initial. Les transformations thermodynamiques se font généralement de deux manières, réversible et irréversible. Une transformation réversible, initialement, c'est une transformation réalisable dans les deux sens. Ce sont des transformations lentes qui paraissent idéales et difficiles à réaliser en pratique. Par contre, les transformations irréversibles sont des transformations qui se font quand dans un seul sens, c'est-à-dire le retour à l'état initial est impossible. Les transformations réelles sont des transformations irréversibles et elles sont très rapides. On peut définir l'état d'un système avec des variables d'état, comme la pression, le volume, la température et le nombre d'humols. Alors, c'est quoi que ces variables d'état? Le nombre d'humols, la pression, le volume et la température. On commence par le nombre d'humols noté N. Tout simplement, le nombre d'humols, c'est le nombre d'Avogadro, entités élémentaires, que ce soit atomes, ions ou molécules. L'unité SI du système international du nombre d'humols est mol. Le volume. Le volume représente l'espace occupé par un corps, quel que soit son état, liquide, solide ou gaz. L'unité du système international du volume est mètre cube. La température. C'est une grandeur macroscopique qui mesure le degré de chaleur d'un système. Ça, c'est à l'échelle macroscopique. Du point de vue microscopique, elle représente l'agitation, le mouvement, le choc
entre les molécules ou bien les atomes dans le système considéré. Si on parle d'unité ou bien d'échelle de température, on commence par l'échelle linéaire, degrés Celsius, où les températures de fusion et de vaporisation de l'eau sont respectivement 0 et 100 degrés. Et le degré Fahrenheit, les températures de fusion et de vaporisation de l'eau sont respectivement 32 et 212 degrés Fahrenheit. Et finalement, le degré absolu, ou bien le degré Kelvin, qui est l'unité du système international, et les températures de fusion et de vaporisation de l'eau sont respectivement 273,15 et 373,15 degrés Kelvin. La pression. Tout simplement, la pression représente ou bien est définie comme étant une force pressante exercée sur une surface. Ça, c'est à l'échelle macroscopique. Du point de vue microscopique, la pression représente le choc entre les molécules et les parois du système. Revenons sur la pression à l'échelle macroscopique. Donc, la pression, c'est P. Notez P, son unité en système international est Pascal, noté PA, égale à dF, la force pressante, sur ds, la surface. Alors, l'unité Pascal, c'est Newton sur mètre au carré. Comme il existe d'autres unités de la pression, comme atmosphère, bar, Pascal et millimètre de mercure. Alors, voilà la signification physique de chacune des variables, de chacune des variables d'état. Revenons sur la transformation. Une transformation, c'est tout simplement le passage d'un état d'équilibre initial vers un état d'équilibre final. Un état d'équilibre thermodynamique. Donc là, on parle d'équilibre thermodynamique. Un équilibre thermodynamique englobe à la fois, on généralise à la fois l'équilibre thermique, l'équilibre mécanique et l'équilibre chimique. L'équilibre thermique, c'est-à-dire la température reste constante. L'équilibre mécanique, la somme des forces égale à 0. Et l'équilibre chimique, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction chimique. Dans cette dernière partie du cours, nous verrons ce que ça veut dire une fonction d'état, ses propriétés mathématiques, signification physique, et on termine avec des applications corrigées pour bien comprendre ce que ça veut dire une fonction d'état. Une fonction d'état, c'est une fonction des variables d'état qui a une valeur définie pour chaque état d'équilibre d'un système. Voilà une transformation. On peut passer de l'état initial à l'état final suivant deux chemins, chemin 1 et chemin 2, soit f, une fonction d'état des variables P1 et V1. Là, je vais choisir de développer le cours, de travailler avec les variables P1, V1, comme vous pouvez travailler avec d'autres variables ou bien en général X et Y. Donc F1 a une valeur définie dans l'état 1. F1, c'est F en fonction de P1, V1. F final, c'est F en fonction de P final, V final. Si F final prend la même valeur lorsque le système suit le chemin 1 ou 2 pour passer de l'état initial à l'état final, là on peut dire que F est une fonction d'état. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une fonction d'état est indépendante du chemin suivi. Elle dépend seulement des variables de l'état d'équilibre d'un système. Si f en fonction de PV est une fonction d'état, sa dérivée df en fonction de P et V est une différentielle totale exacte.
Et ça s'écrit de cette façon. df en fonction de P et V, c'est la dérivée de F par rapport à P à volume constant dP, plus la dérivée de F par rapport à V à pression constante dV. Pour faciliter la tâche, dF sur dP à volume constant, je vais le noter A. dF sur dV à pression constante, je vais le noter B. Alors, on peut dire que dF est une fonction, dF est une différentielle totale exacte. C'est A, c'est la dérivée de F par rapport à P à volume constant. B, c'est la dérivée de F par rapport à V à pression constante. Donc, on peut dire que dF est une différentielle totale exacte si les dérivées croisées ont la même valeur. Ça veut dire, on a dérivé le F par rapport à P à volume constant, on obtient le A, on le dérive par rapport à V à pression constante. Et pour la deuxième partie, on a dérivé le F par rapport à V à pression constante, on a obtenu le B. Maintenant, on dérive le B par rapport à P à volume constant. C'est-à-dire les dérivées croisées, c'est-à-dire si la valeur de la dérivée secondaire de F par rapport à dP dV, conjuguée par rapport à dP dV, c'est-à-dire par rapport à P, puis V. C'est la valeur de cette dernière égale à la valeur de la dérivée de F par rapport à dV dP. Donc là, on peut dire que dF est une différentielle totale exacte. Si les conditions de Schwartz et quand dF est une différentielle totale exacte, F est une fonction d'état. Donc voilà la signification réelle ou physique d'une fonction d'état. Une transformation, c'est le passage d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final. À l'état d'équilibre initial F1, c'est F en fonction de P1, V1. F2, c'est F en fonction de F final, V final. Donc, je vais choisir de passer de l'état 1 à l'état 2 suivant deux chemins. Le premier chemin, je vais choisir un état intermédiaire, état 1. C'est-à-dire, on passe de l'état initial à l'état 1, puis de l'état 1 à l'état initial. Le chemin 2, je vais choisir l'état 2 comme état intermédiaire, c'est-à-dire on passe de l'état initial à l'état 2, puis de l'état 2 à l'état final. Le passage pour le chemin 1 de l'état initial à l'état 1, donc je vais garder la pression constante et je varie le volume de V1 à V final. C'est-à-dire c'est une transformation isobare. Et pour le passage de l'état 1 à l'état final, le volume reste constant, V final, et on varie la pression de P1 à pression finale. Le chemin 1 représente un passage isobare suivi par une transformation isochore. Et par contre, le chemin 2, le passage de l'état initial à l'état 2, donc là, on va garder le volume constant. Et on varie la pression de P1 à P final. C'est-à-dire, c'est un passage, c'est une transformation isochore de l'état initial à l'état 2, suivi par une transformation isobare parce qu'on va garder la pression finale constante. Et le volume varie de V1 à V final. Si F final prend la même valeur selon ces deux chemins, là on peut dire que F est une fonction d'état. Voilà, c'est ça la signification physique de ce qu'on a fait de façon mathématique tout à l'heure. Remarque, si F est une fonction d'état, sa différentielle totale exacte est dF, s'écrit avec d. Si f n'est pas fonction d'état, on n'a pas le droit d'écrire d, mais par contre, on écrit le delta.
Voilà quelques exemples pour bien comprendre. Premièrement, on commence par la pression d'un gaz parfait, P en fonction de T et V égale à nRT sur V. On va vérifier si la pression est bien une fonction d'état ou non. Donc, on doit vérifier l'égalité des dérivés croisés, c'est-à-dire la dérivée secondaire de la pression par rapport à dt dv et la dérivée secondaire de la pression par rapport à dv dt si on la même valeur ou non. On commence par la dérivée secondaire de P par rapport à dt et dv. Donc, premièrement, on commence par la dérivée dp sur dt à volume constant égale à nr sur v. Ce que je vais noter A en fonction de t et v. Donc, on a dérivé par rapport à t à volume constant. Le A, on va le dériver par rapport à V à température constante. Donc, la dérivée de nr sur V par rapport à V à température constante égale à moins nr sur V au carré. La dérivée secondaire de la pression par rapport à dt dV égale à moins nr sur V au carré. Maintenant, la dérivée de la pression sur dV et dt. Donc, on commence par la dérivée de la pression sur dV à température constante égale à moins nRT sur V au carré, c'est le B. Donc, on a dérivé par rapport à V à température constante. Le B, on va le dériver par rapport à T à volume constant. Donc, la dérivée de moins nRT sur V au carré par rapport à T à volume constant, c'est moins nR sur V au carré. Donc, la dérivée secondaire de P par rapport à dV et dt égale à moins nR sur V au carré. Eh bien, l'égalité est vérifiée. Donc, P est une fonction d'état et dP est une différentielle totale exacte et ça s'écrit de la façon suivante. Un deuxième exemple, l'entropie. Cette fois-ci, on nous a donné directement la différentielle totale exacte ds en fonction de t et v. On va vérifier est-ce que cette fonction est bien fonction d'état ou non. Toujours, on doit vérifier l'égalité. On commence par la dérivée secondaire du S par rapport à dt dv. Donc ds par rapport à dt à volume constant, c'est 1,5 nr sur t. C'est déjà donné dans l'expression de ds. Et c'est A. Je vais noter A. Donc on a dérivé par rapport à t. Cette fois-ci, on dérive le A par rapport à v à température constante égale à 0. Donc la dérivée secondaire de l'entropie par rapport à dt dv égale à 0. La deuxième partie, la dérivée secondaire du S par rapport à dv dt. Donc on commence par la dérivée de S par rapport à dv à température constante, c'est nr sur v. Et c'est déjà donné dans l'expression de ds que je vais noter B. Donc, on a dérivé par rapport à V. Cette fois-ci, on dérive par rapport à T à volume constant. Donc, la dérivée de nR sur V par rapport à T à volume constant égale à 0. Donc, la dérivée secondaire de S par rapport à dV dt égale à 0. Cette fois-ci aussi, l'égalité est bien vérifiée. Donc, ds est une différentielle totale exacte et le S, l'entropie, est bien une fonction d'état. Un troisième exemple, la quantité de chaleur. Donc, dQ, la dérivée du Q en fonction de P et T égale moins RT dP sur P plus Cp dt. Cp, c'est la capacité calorifique molaire. Elle dépend uniquement de la température. Donc, on va vérifier si Q est bien une fonction d'état ou non. On doit toujours vérifier l'égalité des dérivés croisés. On commence par la dérivée secondaire de la chaleur par rapport à dP dt. Donc, dQ par rapport à la dérivée de dQ par rapport à dP à température constante égale moins RT sur P. C'est le A et c'est déjà donné dans l'expression de dQ. Donc, on a dérivé par rapport à V
par rapport à P à température constante. On va dériver le A par rapport à T à pression constante. La dérivée de moins RT sur P à pression sur T à pression constante égale moins R sur P. Donc la dérivée secondaire du Q sur dP dt égale moins R sur P. La deuxième partie, c'est la dérivée secondaire du Q par rapport à dt dP. Donc on commence par dQ sur dt à pression constante, c'est Cp, ce que je vais noter B. Donc la dérivée, on a dérivé par rapport à T. Donc là, on dérive le B par rapport à P à température constante. Donc la dérivée de Cp par rapport à P à température constante, une variable qui ne dépend que de la température, égale à 0. La dérivée secondaire du Q par rapport à dt dP égale à 0. L'égalité, cette fois-ci, n'est pas vérifiée. Donc, le dQ n'est pas une fonction d'état, n'est pas une différentielle totale exacte. Alors, on ne peut pas écrire le d, donc c'est delta Q, parce que le Q n'est pas une fonction d'état. Voilà quelques remarques. Pour une fonction d'état, par exemple le cas de l'entropie en fonction de T et V. Si ds est une différentielle totale exacte, l'intégrale de l'état initial à l'état final, c'est S à l'état final moins S à l'état initial, parce que une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi, et c'est delta S. Si la fonction n'est pas fonction d'état, par exemple le cas de la chaleur, l'intégrale de dQ signifie la somme des dQ échangés au cours du chemin suivi, et c'est Q. Dans la prochaine partie, on verra des dilatations et compressibilité des gaz, modèle du gaz parfait, toujours avec des exercices corrigés de la première fiche de TD, et bon courage.